Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. Commençons tout de suite par les actualités économiques. 60% des demandes de crédit auprès des institutions de microfinance sont refusées, selon les propos d'un président directeur général. L'immaturité des projets présentés et la manque de garanties offertes par les emprunteurs figurent parmi les principales raisons de ce refus. Toujours selon les explications, ces institutions peuvent pourtant accorder des prêts allant jusqu'à 300 millions d'ariars. Des détails sur les images de Yves Janel. 50% des emprunteurs auprès des institutions de microfinance proviennent du secteur informel. Mais on trouve aussi des éleveurs, des agriculteurs, des grossistes et des commerçants, selon le président directeur général d'une société de microfinance basée à Nousvavak, à Bouimanarn. Pourtant, 60% des demandes de prêt sont rejetées car les institutions considèrent que ces emprunteurs ne présentent pas suffisamment de garanties pour assurer le remboursement. Les critères, en fait, sont diversifiés suivant l'activité de la personne. Donc, pour un salarié, bien évidemment, on va demander tout ce qui est fiche de paie, vérifier s'il est vraiment adhérent à une société, s'il travaille pour une société concrètement. Derrière, après, pour tout ce qui est autre activité, donc qui est professionnelle, c'est à nous de voir les évaluations. Donc, c'est à partir des évaluations, on regarde l'activité de la personne, ses rentrées d'argent, ses dépenses. On fait un petit bilan simplifié directement, en fait, ou un petit compte de résultats simplifié pour connaître la situation réelle de l'entrée d'argent et de ses dépenses, pour en déduire, on peut financer cette personne à tel ou tel coût. Selon les chiffres communiqués, les montants prêtés varient de 100 000 ariars à 300 millions d'ariars. 99% des emprunteurs remboursent toutefois leurs prêts dans les délais. Le taux d'intérêt appliqué suit toujours le taux directeur fixé par la Banque centrale. Et en cas de non-remboursement, des mesures sont déjà prévues. En cas de non-remboursement, alors là, en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours les garanties, bien évidemment, que ce soit dans un secteur bancaire ou dans le secteur de la microfinance. Là, on joue sur les garanties, c'est-à-dire il y aura des cessions. Mais avant d'en arriver là, on regarde déjà préalablement où se sont situées les difficultés. Est-ce qu'on peut redresser la personne à partir d'un refinancement? Comment trouver des solutions à l'amiable? Donc c'est vraiment comme si c'était, je dirais, un travail donnant-donnant de la part de nous et du client. La majorité des emprunteurs auprès de cette institution ont environ 40 ans. L'un des avantages du recours à la microfinance est de soutenir le développement de l'économie locale et de favoriser l'inclusion financière pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le système bancaire, étant donné qu'actuellement, seulement 4,4% des Malagasy ont un compte bancaire selon la Banque africaine de développement. Et puis, les opérateurs œuvrant dans l'importation des véhicules d'occasion lancent un appel pour une simplification des démarches administratives et des critères exigés à l'entrée des voitures importées à Madagascar. Ce secteur qui fait vivre de nombreuses familles fait face à diverses difficultés actuellement. Felana Rakutar Soul, Radraman Zatouf sur les images de Asnarafan Zanar. Environ 500 voitures en provenance d'Europe sont importées chaque mois à Madagascar, soit 6 000 véhicules par an. Pourtant, ce chiffre a diminué de 30% depuis la pandémie de Covid-19. Pour les voitures venant de Corée, le volume est passé à 10 000 unités par an, selon les explications des importateurs rencontrés ce jour au bypass. L'importation de véhicules constitue pourtant un secteur qui fait vivre de nombreuses familles, tout en rapportant des recettes significatives à l'État. C'est dans ce contexte que les opérateurs sollicitent aujourd'hui une baisse des droits de douane ainsi qu'une simplification des conditions d'importation. Dans le but de défendre les acteurs du secteur, les importateurs ont créé le GIVEOM, le groupement des importateurs des véhicules d'occasion. Il ne s'agit pas d'un groupement à but lucratif, mais d'une structure visant la régularisation et la professionnalisation de ses membres. Le GIVEOM a tenu sa première assemblée générale aujourd'hui au bypass. Le groupement créé il y a quelques mois compte actuellement 30 membres.
Et puis, environ 70% des jeunes du Fuktan Danuzatu Atsnanan sont sans emploi. Ils sont prêts à se lancer dans des petites activités génératrices de revenus, mais ils ont besoin de soutien. Face à cela, le président du Fuktan local mise sur la formation des jeunes en matière de création d'emplois et de développement personnel. Yves Janel. Le manque de diplôme est un obstacle majeur empêchant les jeunes d'Anuzatu Atsnanan de trouver un emploi. Ainsi, plus de 60% d'entre eux sont actuellement sans emploi selon les statistiques. Marceline fait partie de ces jeunes sans emploi. Elle ambitionne de se lancer dans des activités agricoles. Il n'y a pas de mauvais métier. Ce qui compte, c'est le respect du travail selon un bénéficiaire. La motivation est aussi essentielle. Outre cela, l'esprit d'initiative est nécessaire et c'est justement dans cette optique que le président du Fuktan, Rafan Mezantsou Jean Nirine, soutient les jeunes à travers des formations axées sur le développement personnel et la création d'emplois. 40 jeunes ont bénéficié d'une formation de 10 jours dans le Fuktan Danuzatu Atsnanan. Les participants viennent également des quartiers avoisinants du 4e arrondissement. Dans le domaine de l'agriculture, tous les moyens permettant de réhabiliter le barrage de Dabara doivent être envisagés, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le gouvernement, à travers ce ministère, s'engagera dans une évaluation complète et dans des consultations avec les bailleurs de fonds. Le barrage de Dabara, l'une des plus grands à Madagascar, irrigue une plaine de 12 000 hectares dans la partie sud de l'île, dans la région de Menabé. Un atout majeur pour la région de Menabé et pour Madagascar en général réside dans la présence d'infrastructures majeures comme le barrage de Dabara. Cet ouvrage irrigue actuellement une plaine de 12 000 hectares. La réhabilitation et la modernisation du barrage figurent parmi les priorités du gouvernement. Cette initiative vise à étendre les surfaces cultivables dans la région de Menabé et à accroître la production agricole. Selon les informations, les travaux débuteront par le nettoyage du barrage. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, discutera avec les partenaires financiers prêts à collaborer à la réhabilitation complète de cette infrastructure. Parallèlement, le ministère a déjà apporté un soutien aux agriculteurs locaux en diffusant des techniques agricoles efficaces permettant d'augmenter le rendement rizicole. Il s'agit d'un projet répondant aux besoins des agriculteurs sur le terrain, selon les propos du sénateur élu dans la province de Toliara. Un site pilote a été mis en place pour la mise en œuvre de la méthode agricole Pfumvudza au profit de plus de 1000 agriculteurs dans la commune de Mahab, district de Mahab, région de Menabé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental intitulé « Marche vers la production » qui vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et puis les travaux de réhabilitation du tronçon de route long de 27 km reliant les communes de Soneran et d'Isaka Ivunj dans le district de Tolagna, région Anos, ont officiellement commencé. Ce tronçon de route, longtemps dans un état de dégradation avancée, a causé d'importantes difficultés aux habitants pendant de nombreuses années, notamment pour la circulation des productions. Les partenaires locaux collaborent avec la région d'Anos pour cette réhabilitation. Toujours un reportage de Andoniana Martina. La route RIP 118 relie plusieurs communes du district de Tolagnar, dont notamment celle de Soneran et d'Issakivunj. Ces communes figurent parmi les greniers arides de la région de Fort-Dauphin, abritant notamment les vallées d'Ifao et d'Amboul. La route est dans un état lamentable depuis de nombreuses années, causant de grandes difficultés à la population locale, en particulier aux agriculteurs pour l'acheminement de leurs produits. Aujourd'hui, les habitants retrouvent l'espoir car la réhabilitation a officiellement démarré hier. Les premiers travaux concerneront 10 zones prioritaires repérées sur ce tronçon de 27 km. Les engins lourds de la région, fournis par l'État, sont mobilisés pour ces travaux. La région Anos collabore étroitement avec plusieurs projets de développement, tels que Défi, Miunz et Picas, pour mener à bien cette réhabilitation.
Le gouverneur de la région Anos a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts pour la réhabilitation des routes reliant différentes communes de la région. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la vision du président de la République Haj Razouel, qui consiste à ne laisser aucune commune ni aucun district de côté. Parlons à présent de météo. La température minimale descend actuellement à 4 degrés Celsius selon les informations fournies par la direction de la météorologie. Les maladies respiratoires se propagent de plus en plus pendant cette période hivernale. Cela commence souvent par une grippe, mais peut évoluer jusqu'à des crises d'asthme selon un médecin. Yves Chanel. La température minimale est comprise entre 4 degrés C et 19 degrés C, d'après les prévisions de la direction de la météorologie pour la semaine du 4 au 10 août. L'après-midi, elle varie entre 15 degrés C et 34 degrés C. Le froid favorise fortement les maladies respiratoires. Ces dernières n'épargnent ni les enfants ni les adultes, surtout lorsque le système immunitaire est affaibli, explique le docteur Fid Barnien. Les caractéristiques hivernales du climat seront encore ressenties durant les 2 prochains jours dans la partie est de l'île, ainsi qu'au niveau des hautes terres. Il est donc important de porter des vêtements adaptés pour éviter les maladies. Une alimentation équilibrée et variée, ainsi que la consommation de fruits, sont également des moyens de prévention, selon toujours les explications du médecin. Et en sport, la 5e journée du championnat national de l'ASIF se déroule actuellement à Mahajang. Les premières épreuves d'athlétisme ont été disputées ce jour. Il s'agissait des courses de relais dans les 3 catégories, mixtes, féminines et masculines. Les courses de relais ont ouvert la compétition pour l'athlétisme dans le cadre du championnat ASIF à Mahajang, un événement réservé aux fonctionnaires. Voici les résultats. Dans la catégorie relais mixte, le ministère des Forces armées a remporté la médaille d'or, suivi par Poste Malagas et la commune urbaine d'Antananarivo à la 3e place. Du côté des dames, c'est la CUA qui a décroché la médaille d'or, suivi par le MFA et enfin le ministère de la Jeunesse et des Sports en 3e position. Pour les hommes, le ministère de la Sécurité publique s'est imposé, suivi par la CUA en 2e position et le MFA en 3e position. Ces résultats montrent que la CUA a obtenu une place sur le podium dans les 3 catégories. La commune urbaine d'Antananarivo participe à toutes les disciplines de la compétition, selon le maire Arlal Armanansou, de la danse collective aux épreuves individuelles. L'organisation de la compétition est jugée satisfaisante grâce à l'expérience des organisateurs, d'après le maire, qui a assisté aux épreuves aux côtés des athlètes ce jour. La compétition ASIF à Mahajang en est à sa 5e journée et se déroule selon le programme établi selon le président de l'ASIF. La clôture officielle de ce championnat national est prévue pour le 15 août. Et passons à présent aux actualités internationales. L'enclave palestinienne fait l'objet d'un blocus total et absolu par l'armée israélienne depuis mars 2025, a écrit le 2 juin le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. France 24. Courir le plus vite possible pour essayer d'arracher quelques miettes d'aide humanitaire. Et à chaque fois, les mêmes scènes, des bousculades, voire des émeutes. Les Gazaouis sont affamés. Nous avons échappé à la mort. Les gens nous tuaient pour de la nourriture. Ce n'est pas juste. Ouvrez les passages. Nous ne voulons pas de ça. Les gens se bousculaient avec des couteaux. Quelques Gazaouis ont pu se procurer des vivres insuffisants pour des habitants au bord de la famine. Nous exigeons la sécurité pour la population et davantage d'aide, car ce qu'ils larguent n'est pas suffisant et des gens meurent. Désespérés, les habitants réclament de la nourriture au plus vite. Mais Israël bloque le passage de l'aide humanitaire par la route depuis le mois de mars. Seuls quelques camions sont passés la semaine dernière. J'exige que l'aide soit acheminée par les postes frontières. Assez d'envois d'aide par avion. L'ONU estime que 600 camions devraient entrer tous les jours à Gaza pour subvenir aux besoins d'une population en extrême précarité.
Le Grand Canyon aux États-Unis est depuis un mois la proie d'un incendie hors de contrôle qui a déjà ravagé près de 50 000 hectares. Les autorités annoncent la fermeture de sa rive nord, ultra touristique. France 24. Un joyau de l'Amérique en proie aux flammes depuis un mois. L'incendie Dragon Bravo ne cesse de gagner du terrain dans le Grand Canyon. Il a même doublé le week-end dernier. Mais les autorités veulent rester optimistes. L'extrémité nord de l'incendie commence à se stabiliser, comme nous l'espérions. Évidemment, nous ne pouvons pas encore parler de maîtrise, mais nous allons travailler très dur pour y parvenir. Cet incendie, le plus grand en cours aux États-Unis, a été déclenché par la foudre le 4 juillet dernier. Dans un premier temps, les autorités décident de le laisser brûler à faible intensité pour éliminer l'excès de combustible. Mais rapidement, le feu devient hors de contrôle, attisé par des vents violents et des bois particulièrement secs. 46 000 hectares ont déjà été ravagés et des centaines de personnes évacuées. La zone aménagée de la rive nord restera fermée au public pour le reste de la saison 2025. Cette fermeture concerne tous les hébergements, les services aux visiteurs et les installations aménagées. Près de 80 structures ont été détruites, dont le célèbre Grand Canyon Lodge, un lieu historique datant de 1930, seul hôtel de la zone où les randonneurs trouvaient refuge. La rive sud du Grand Canyon, préférée par l'immense majorité des 4 500 000 visiteurs, reste, elle, encore accessible. Pour terminer, l'ancien président brésilien a enfreint l'interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Avant même que son procès pour tentative de coup d'État ne soit terminé, il a donc été assigné à résidence hier. France 24. La scène se déroule dimanche lors d'une manifestation pro-Bolsonaro. Face à des milliers de partisans rassemblés sur la plage de Copacabana, le fils de l'ancien président brésilien prend son téléphone et appelle son père pour une intervention à distance. Merci à tous. C'est pour notre liberté, pour notre avenir, pour notre Brésil. Nous serons toujours unis. Un message qui vient de se retourner contre Jair Bolsonaro. 24 heures après, un juge de la Cour suprême a ordonné son assignation à résidence. Ses avocats ont annoncé faire appel. Les propos du leader de l'extrême droite ont été relayés par des personnalités de son bord sur les réseaux sociaux. Or, il n'a pas le droit de s'exprimer par ce biais. Une des mesures prises dans le cadre de son procès pour tentative de coup d'État. Accusé de faire obstruction à la tenue des audiences, Bolsonaro doit porter un bracelet électronique et rester chez lui le soir et les week-ends. L'ex-chef de l'État est à présent confiné 7 jours sur 7 à son domicile de Brasilia, une décision qui divise la population. Il n'a pas essayé de fuir, il n'a rien tenté. Et pourtant, ils l'ont arrêté. Il doit vraiment être mis en prison, pas chez lui. Jair Bolsonaro attend le verdict de son procès dans les prochaines semaines. Déjà inéligible, il encourt jusqu'à 40 ans de prison pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite à la présidentielle de 2022. Une situation dénoncée par son grand allié Donald Trump, qui dénonce une prétendue chasse aux sorcières et a imposé d'importants droits de douane au Brésil. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et à demain pour de nouvelles actualités.